justement de la propagande. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Le principe, c'était dans la continuité des études cinéma-histoire, de faire un travail d'historien à partir des images. C'est-à-dire non pas de chercher une illustration de ce qu'on connaît déjà à travers les écrits sur cette période, mais de voir comment la propagande fonctionne en elle-même, indépendamment donc d'une représentation qui serait trop explicite au niveau politique des événements dont nous avons parlé. Autrement dit, en clair, vous allez nous rendre explicites les manœuvres et les manipulations de la propagande. Oui. On va voir. Je l'espère. Bon. Le fait est que s'il est là aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une manifestation de propagande gigantesque en Allemagne, une commémoration qui se prête à ce genre d'exercice. Mais auparavant, on doit bien sûr situer les événements. C'est une période d'attente, d'hésitation, surtout d'inquiétude. On ne sait pas où on en est. On ne sait pas si Hitler va attaquer du côté de l'Espagne pour passer en Afrique du Nord, vu le statu quo des opérations à cette époque, ou s'il va attaquer de l'autre côté, c'est-à-dire par la Bulgarie, la Grèce. On le saura très bientôt. Mais auparavant, des fastes, en quelque sorte, commémorent un événement grandiose qui a été l'annexion de l'Autriche, l'Anschluss, et c'est de cela que nous parlera tout à l'heure Christian Delage. On va donc voir les actualités allemandes, puis les actualités anglaises. Länderkampf Deutschland-Italien im Fechten. Die Meistermannschaften stehen sich im Berliner Kuppelsaal des Reichssportfeldes gegenüber. Der Reichssportführer und General der Lüge. Italien siegte nach 12 Gefechten mit 8:3 Punkten. 55.000 Zuschauer bei dem Fußballländerkampf Deutschland-Schweiz in Stuttgart. Deutschland, weiße Hemden. Für Deutschland. Deutschland siegte mit 4:2 Toren. Eiskunstlauf im Berliner Sportpalast. Eines der besten Eislaufpaare der Welt, die Wiener Geschwister Pausin. Die Stadt Wien feiert die Heimkehr der Ostmark ins Reich. Reichsminister Dr. Goebbels und Reichsleiter Baldur von Schirach sprachen von derselben Stelle, von der aus der Führer vor 3 Jahren das Großdeutsche Reich proklamierte, zu 250.000 Wienern. Voilà marque un exemple intéressant de la propagande nazie,
un exemple justement banal, c'est-à-dire que nous avons là un sujet sur le souvenir, disons, de l'incorporation de l'Autriche dans le Reich, l'Anschluss, et ce sujet donc qui dure 1 minute montre bien d'une certaine manière comment fonctionne la propagande nazie. Nous avons là une succession de plans très rapides qui s'interrompent à un moment donné sur un plan qui va un peu à l'envers des précédents. Alors on a vu une foule très présente, la foule des Autrichiens, on sait que cette foule est acquise aux nazis, et la propagande va en rajouter encore en faisant un plan qui est un plan, une sorte de trucage qu'on va revoir dans un instant, qui va à l'envers donc du travelling précédent sur cette foule, et qui montre en quelque sorte qu'elle est retenue tellement elle est enthousiaste par un certain nombre de soldats qui sont en uniforme. Et juste derrière, on a Goebbels, qui est le dignitaire nazi qui est présent. Alors on remarque d'une part que Hitler n'est pas là. Alors il n'est pas là pour une raison simple qu'on verra par la suite, c'est qu'il est à Linz, sa ville natale, et que d'autre part, si on a un plan sur Goebbels, c'est un plan très court, car chez les nazis, il y a conscience, en particulier chez Goebbels, qui est le responsable de cette propagande, il a conscience que la propagande doit passer par l'image et non pas par la valorisation des chefs, des dignitaires nazis, et que d'une certaine manière, seulement le rappel de leur présence, par un plan très court, suffit à indiquer de qui il s'agit. Die Stadt Wien feiert die Heimkehr der Ostmark ins Reich. Reichsminister Dr. Goebbels und Reichsleiter Baldur von Schirach sprachen von derselben Stelle, von der aus der Führer vor 3 Jahren das Großdeutsche Reich proklamierte, zu 250.000 Wienern. Im Verlauf seiner Rede erklärte Dr. Goebbels, es sei die größte Ehre für die Ostmark, dass ein Sohn der ostmärkischen Erde das Deutsche Reich in seinem schwersten Schicksalskampf führe. Dem Führer in Treue folgen, heiße den Krieg gewinnen. Linz, die Heimatstadt des Führers, beging am Tage vorher den Jahrestag der Heimkehr ins Reich. Der Gau Oberdonau beherbergt wie alle ostmärkischen Gaue besonders viele Kinder aus luftbedrohten Gebieten. Hier in Linz bereiten die Berliner Kinder ihrem Gauleiter einen herzlichen Empfang. Am Abend fand in der Linzer Südbahnhalle eine Großkundgebung statt, auf der überraschend der Führer erschien. Der Führer erklärte, die Stunde unseres endgültigen Sieges wird kommen. Dann werden wir die Pläne, die wir jetzt gemacht haben, erst recht verwirklichen. Dann werden wir weiterarbeiten und diesem Großdeutschen Reich immer mehr den Charakter eines Reiches der Arbeit geben, den Charakter eines Staates sozialen Gemeinschaftslebens. Heldengedenktag in Berlin. Der Führer begibt sich zum Staatsakt ins Zeughaus, der alten Ruhmesstätte preußisch-deutschen Soldatentums.
in der Ehrenhalle des Zeughauses. Der Führer sagte am Schluss seiner Rede: Keine Macht und keine Unterstützung der Welt werden am Ausgang dieses Kampfes etwas ändern. England wird fallen. Wir können den Heldengedenktag nicht würdiger beschließen, als durch die Erneuerung unseres Gelöbnisses den uns aufgezwungenen Kampf zum endgültigen deutschen Sieg zu führen. Damit danken wir allen Helden der Vergangenheit am würdigsten, denn wir retten das, wofür auch sie einst gefallen sind: Deutschland, unser Volk und sein großdeutsches Reich. Der Führer auf dem Wege zum Ehrenmal. Nach der Kranzniederlegung grüßt der Führer verwundete Soldaten des Ost- und Westfeldzuges. Hier Verwundete des Weltkrieges. Die diplomatischen Vertreter von Thailand und Indochina treffen in der japanischen Hauptstadt Tokio ein.
Aufgrund des japanischen Vermittlungsvorschlages wurden die Grenzstreitigkeiten zwischen den beiden Staaten beigelegt. Damit bekundet Japan aufs Neue seinen unerschütterlichen Willen, den Frieden in Fernost zu sichern. Der japanische Außenminister Matsuoka, dessen Deutschlandreise im Mittelpunkt des Weltinteresses steht. Oui, image tout à fait inconnue de ce soi-disant arbitrage qui est en fait une sorte de capitulation forcée. Les Français avaient gagné la guerre, si j'ose dire, contre la Thaïlande. Ils avaient gagné une bataille navale. L'amiral Decoux a même dit que c'est la seule bataille navale rangée de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être trop, mais enfin, ça a eu lieu. Effectivement, c'est une victoire. Les Siamois, la Thaïlande avait attaqué pour reprendre un bout de territoire cambodgien et un bout de territoire en Indochine. Et le Japon s'est immédiatement interposé pour imposer cet arbitrage, qui en fait n'en est pas un, puisque les provinces revendiquées par la Thaïlande sont cédées irréversiblement à la Thaïlande après ce chemin de Damas à Tokio. Bei unseren Soldaten in Bulgarien. Wie der Wehrmachtsbericht meldete, vollzieht sich der Einmarsch der deutschen Truppen auch weiterhin befehlsmäßig. Den motorisierten Kolonnen folgt die Infanterie. Volkstänze als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit. Ein deutsches Unterseeboot kehrt von siegreicher Feindfahrt zurück. Kapitänleutnant Möhle, der mit seinem Boot bisher 112.000 Bruttoregistertonnen versenkte. Am Mast die Siegeszeichen, jeder Wimpel ein versenktes Schiff. Vizeadmiral Dönitz überreicht im Auftrag des Führers Kapitänleutnant Möhle das Ritterkreuz. Auszeichnung der Besatzung. Kapitänleutnant Kretschmer, dem der Führer für seinen heldenhaften Einsatz das Eichenlaub zum Ritterkreuz verlieh. Als Zeichen der Verbundenheit des Heeres mit der Kriegsmarine hat ein Infanterieregiment die Patenschaft für das Unterseeboot Kretschmer übernommen. Hier die Ehrung des kühnen Kommandanten und seiner tapferen Mannschaft durch einen dem Kommandanten gewidmeten Marsch. Als Gegengabe der Rettungsring eines versenkten englischen Dampfers. Auslaufen zu neuer Feindfahrt. Das Musikchor des Patenregimentes gibt dem U-Boot bis auf See hinaus das Geleit.
Horden wackeren Bläser, die als Landratten dem Seegang standhalten. Deutsche Truppen einsatzbereit in Afrika. General Rommel besichtigt eine motorisierte Formation in Tripolis. Angriffsübung von Sturmpionieren im besetzten französischen Gebiet. Das Gelände wird durch Beschuss eingenebelt. Flammenwerfer haben die Aufgabe, die feindlichen MG-Nester und Bunker auszuräuchern. Der Hauptverteidigungslinie des Feindes. Ein Maschinengewehr übernimmt den Feuerschutz der vordringenden Flammenwerfer und Sprengtrupps. Angriff auf einen Bunker.
Lenkkommando vor! Cette France qu'on voit où les Allemands font leurs manœuvres, c'est vraiment une France qui n'a plus d'identité, c'est une France anonyme. Quelle différence avec l'Allemagne? Oui, c'est intéressant justement ce sujet sur la France, parce qu'il vient un peu au bout de tous les sujets qui sont tournés par les Allemands sur la France. Il y en aura encore un ou deux quand la zone sud sera envahie, mais après plus rien sur la France. Donc d'une certaine manière, on est venu au bout d'un processus. C'est intéressant à souligner parce que précisément, dans le cadre de ces actualités qui existent depuis 1933, donc les nazis ont pris le temps de mesurer l'impact de ces actualités sur la population allemande, de les organiser de façon à ce qu'elles soient le plus explicite possible et le plus performante possible. Donc il faut ici prendre conscience du fait que ces actualités sont pensées en fonction d'une longueur, d'une durée dans le temps, qui fait que certains sujets vont pouvoir se répondre au fil des années et devenir en quelque sorte quelque chose qui va rythmer ces actualités et pouvoir avoir un rôle à jouer dans les moments où il ne se passe pas grand-chose sur le terrain de bataille. Alors c'est le cas ici pour ce qui concerne le sujet sur Vienne et sur Linz, puis le sujet sur Berlin. Alors celui sur Vienne et sur Linz, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas Hitler puisqu'il s'est réservé pour sa ville natale en quelque sorte, la ville où il a fait ses études. Et vous savez que quand il a voulu rentrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, il n'a pas pu y rentrer, il garde un ressentiment à l'égard de Vienne. Il garde aussi un ressentiment à l'égard de Berlin, qui était la ville rouge, la ville justement qui va entièrement transformer en faisant Germania. Alors donc, cohérence de cette actualité, cohérence en fonction de deux principes. Le premier, c'est qu'il faut entretenir constamment le souvenir du passé et le souvenir tragique de l'histoire de l'Allemagne depuis la Première Guerre mondiale. Ce souvenir tragique, c'est celui des morts. Donc, c'est ce qui se passe à Berlin, à travers cette manifestation filmée avec énormément de moyens, beaucoup de caméras, et où Hitler, d'ailleurs, ne parle pas. Il parle très peu dans ses actualités, à la différence des documentaires des films plus longs. Pourquoi il ne parle peu? Parce que, d'une certaine manière, il contrôle étroitement ces actualités, puisqu'il les regardait lui-même chaque semaine jusqu'en 41-42. Et donc, il n'y a aucune surprise possible. C'est vraiment, au jour le jour, une vision officielle de l'histoire en train de s'écrire. Et il faut donc leur garder un caractère d'homogénéité, ne pas mettre en avant Hitler ou Goebbels, ce qu'on avait dit sur Vienne. Ça, c'est le premier point. Donc on entretient ce souvenir avec l'idée que les Allemands devront verser leur sang pour la construction du Reich millénaire. Et puis le deuxième aspect, qu'on retrouve un petit peu dans le sujet sur Berlin, à travers la prise de possession de la ville, à travers justement cet ensemble énorme de caméras qui est présent, et le fait que d'ailleurs il y a un certain nombre de plans qui sont très longs, eh bien on retrouve l'idée qu'il y a chez les nazis une volonté de modernité également qui est affichée, une volonté de se tourner vers le Reich millénaire, une volonté d'exalter quelque chose qui n'existe pas encore, et pour lequel donc il faudra que d'une certaine manière il puisse y avoir une progressive adaptation des Allemands à cette idée que le Reich va devenir millénaire et qu'il sera le Reich de la race aryenne, de la race dite supérieure. Bien, eh bien écoutez, les Anglais, eux, ne présentent pas les choses de façon aussi cohérente, de façon aussi organisée. C'est une nation démocratique et on va voir que leurs sujets paraissent légers à côté de cette organisation superbe et tragique dont on connaît les méfaits. We want more ships, and Mr. Bevin calls for more men to build them. Although the enemy's U-boat success claims are more than double our actual losses, they're serious enough. Day in and day out, the battle of the Atlantic against our vital communications goes on. So every ounce of energy is required to make good the losses from submarine, torpedo, and aerial attack. The best brains in the world are concentrating on designing ships which can be built rapidly to repair the wastage. Foundries are working all out to provide the material for ships which are being constructed in sections on the ground. These sections are then hauled into place for final riveting and welding. All this activity does not absolve any one of us from avoiding waste of a single ounce of food or anything which requires shipping space.
Nor does it mean that we have enough men in the shipbuilding industry. We haven't. Mr. Bevin calls for 50,000 more. All honor to the men who, by the sweat of their brows, are helping and will help what the First Lord of the Admiralty called the Dunkirk drive to fill the gaps in our merchant navy. A lineup of some of the picked men of Uncle Sam's Mosquito Navy. Men who pilot the mile-a-minute anti-submarine craft which America is building. Off the Florida coast, we get a glimpse of them from the air as the combined torpedo boat and submarine wreckers take part in maneuvers at Miami. Among the first arms to be shipped to Britain as the lease and lend bill becomes law in the States will be a substantial number of these Mosquito craft. Fast little fellows with a big sting, they should make any U-boat feel about as cheerful as a tin of worms at a fishing party. The epic story of the Lofoten Island raid. In a corner which is forever Norway, British and Norwegian forces take the Germans completely by surprise, descending on them like a boat out of the blue. Local quislings, Nazi SA men and Gestapo agents are rounded up for transportation to an internment camp where they can no longer vent their particular brand of venom or use rubber truncheon methods on unwilling islanders. Nazi soldiers are also among the prisoners. They're taken aboard blindfolded. They never saw our men arrive, and they're not going to see them leave, or witness the destruction of Hitler's plundered oil. Living on the island at the time under the odious control of the Gestapo is Mr. William Hawes, a factory manager, and the only Briton there. Now he and hundreds of Norwegian patriots are released from Nazi purgatory. This is the first opportunity for Norwegians to escape from the vaunted benefits of Hitler's new order. All those who could do so rushed eagerly to take advantage of the opportunity. Oil drums are broken open as the work of destroying German-controlled codfish oil factories gets underway. Huge storage tanks and refineries go up in flames in the harbor of Stamsund. Without opposition, in one fell swoop, Hitler loses thousands of tons of precious explosive-producing oil. The raid clearly exposes the inability of the Germans to protect their stolen interests. This kind of exploit emphasizes Mr. Bevin's appeal for more shipbuilders, so that we can keep on striking at German-held industries and hold the Hun in a constant state of jitters. Lofoten Islanders walk through London on their way to meet King Haakon of Norway. As the 300 Norwegian patriots assemble, Sergeant Strunholt and a rescued woman relate their experiences. How do you saw the English first? Well, I heard the shot. They were shooting, and then I was so glad for if they were English. We have been waiting for them so long, and we never expect them that time. This is just the same with me. Then I spoke with an English soldier, and he said that we could follow them to England. And we were very glad, you see. I went at home, you see, and put on my uniform, which I have been hiding away since the Germany have taken over Norway. And then I went on board on an English destroyer. That's the Norwegian spirit. King Haakon of Norway arrives at the reception to welcome these men and women. They come to Britain not as refugees, but filled with the spirit of the ancient Vikings as fighters for a common cause. In his address of welcome, the king spoke of the encouraging way his people are behaving under oppression. They have been silent but strong-minded and have shown the Germans that they will never submit.
The men who listen to him have come to join their fellow countrymen in the fight to liberate their country from its loathsome occupants. At the end of his speech, the king and his subjects join in singing the Norwegian national anthem. Lenge leve Norge! Long live Norway! Oui, cette opération de Norvège, des îles Lofoten, c'est apparemment une petite chose, mais c'est d'une certaine façon une sorte de manifestation de l'entêtement des Anglais sur Narvik. Hein. C'est à côté de Narvik. Ils ramènent donc pas mal de Norvégiens qui souhaitent combattre avec leur roi, mais c'est un test d'abord de leur capacité à débarquer et à repartir, mais malheureusement, j'allais dire entre guillemets, c'est aussi un test des conséquences que peuvent avoir des opérations limitées. Car je crois que Hitler a été furieux. Qu'est-ce qui s'est passé en Norvège? Je crois que vous avez travaillé là-dessus. Ce qu'Hitler n'a pas apprécié, c'est qu'on vienne le narguer en quelque sorte, alors qu'il est en train de préparer le plan Barbarossa et qu'il souhaite tout sauf qu'il y ait une résistance qui se manifeste dans l'Europe occupée. Alors, il y a ce raid, donc, qui est effectivement une opération pas très importante, disons, mais qui montre qu'il peut y avoir une résistance à la fois militaire et civile. Alors, Hitler réagit immédiatement en dépêchant sur place donc un envoyé qui va confisquer tous les biens des Norvégiens qui sont repartis à Londres, qui va déporter un certain nombre de Norvégiens, en arrêter d'autres, et il va être extrêmement furieux, comme vous venez de dire, sur cette réussite. Il y aura des représailles. Des représailles, oui. Alors, ça fait réfléchir aussi sur les opérations à caractère limité. The 1941 American Women's Skittles Championship is underway at Chicago, and when I say underway, well, I mean to say. Oh, hot shot, Mama. All the competitors are in good form, although some are in better shape than others. Daddy, hold the baby. It's my turn to ball. Okay, Mumsy. Good luck, Ma. There's at least one fan rooting for you. Ma's practice at chucking saucepans at Dad was good training. At least, that's what Dad thinks as he mourns the crease in his pants. The ladies of Chicago can certainly knock 'em over. Off the English coast, washed by the seas that Hitler hesitates to cross, is an island fortress built of solid granite, concrete, and thick armor plating. From the seabed rises a bastion of coastal defense constructed to resist invasion during the reign of Queen Victoria. Today, this ocean blockhouse is manned by soldiers and sailors of His Majesty King George VI, one of the few instances of combined naval and military control. During periodical visits, stores and equipment are shipped across to the Channel Fortress, which maintains constant watch on all shipping in the vicinity. No vessel may pass the defenses without permission from the fort. Heavy guns range the horizon, ready to come into action at a moment's notice. Down below in the living quarters, meals are prepared by cooks who can do wonders with a gallon of water and a split pea. As a sideline, the commander grows onions. That alone justifies the fortress. These men would be among the first to resist invasion if and when. Day and night, the lookouts keep perpetual vigil. For recreation, a game of cards or adding more pictures to the family album. The inhabitants of this ancient yet modern sea fortress keep vigilant eyes open as they guard the shores of Britain. On the frozen water of Lake Winnipesaukee, specially adapted racing cars put on a program of thrills for the folks of New Hampshire. Special tires for the rear wheels and stumpy chassis designed to check uncontrolled skidding just don't mean a thing when the boys put their feet down hard. In a swirl of snow, the ice cars go into dizzy front and back wheel skids. Look out, they're going to crash. Boy, oh boy, do they love their work.
Every year it's the same. The annual ice thrill sends goose pimples down the spectators' spines without fail. Cool daring that boils radiators but wins trophies. A short camera study of Vice Admiral Muselier, seen here in the center, with some of his men of the Free French Navy. These matelots belong to the warships which are fighting under the leadership of their cheerful commander-in-chief alongside our own. Admiral Muselier takes the salute as a color party marches past, carrying the Free French flag bearing the Cross of Lorraine. These are men who will never become slaves to the defilers of their beloved country. Oui, ce document sur Muselier, on n'en dit pas grand-chose, mais il recèle pas mal de ruses. D'abord, il faut se rappeler que la Croix de Lorraine a été aussi une idée de Muselier qui était lorrain d'origine, Hédin. Deuxièmement, c'est un peu l'anti-de Gaulle dans la résistance. Ils sont rivaux, il est plus âgé, il a plus d'étoiles, il veut se battre, alors que de Gaulle veut plutôt étendre l'ère ARE de la France libre. Il y a donc deux conceptions de la résistance qui s'opposent et souvent Muselier a des partisans qui ne comprennent pas pourquoi de Gaulle fait de la politique au lieu de se battre. Et surtout, il s'est passé un petit incident très désagréable, c'est que les Anglais, dans des conditions qu'on ignore, ont cru que Muselier avait livré par jalousie à Vichy les plans de l'opération sur Dakar. Ils l'ont arrêté et l'ont mis en prison. Et de Gaulle n'a pas eu le réflexe instantané de rompre, etc. Il détestait Muselier, Muselier le détestait. Il a mis 2-3 jours à intervenir et ça a irréversiblement rompu les rapports entre de Gaulle et Muselier, deux rivaux maintenant pour toujours. Et alors les Anglais se sont rendus compte qu'ils ont commis une gaffe, et pour rattraper cette gaffe, ils font un sujet sur Muselier qui n'a absolument aucune raison d'être et qui rend de Gaulle furieux, bien sûr, qu'on mette à l'honneur cet amiral qui ne s'est pas mis sous sa bannière. Voilà. C'est de la petite histoire, mais il y en a même dans les situations les plus tragiques. Tin hats will soon be available for everyone. Of course, they're not tin hats really, they're of steel. Here we see the latest British style of metal millinery in the making. The hats are being pressed out from strips of steel at a rate of thousands a day. In a matter of seconds, steel discs become protection headgear for fire watchers and others. Holes are punched round the sides so that the head linings may be firmly attached as the hats near completion. The hats then pass to another department for painting. This is done in true mass production style. The paint is sprayed on dozens at a time. They don't take long to dry. And now the linings. All ready to issue to fire watchers and later on for sale to the general public at 5 and 6 pence each. These steel hats are quite attractive. Millinery 1941 style. On the other side of the Atlantic, they display spring hat fashions for American women. By the look of some of them, I, as a mere man, suggest that it's just as well our girls are adopting steel hats instead of these crazy notions. The new headgear reflects one trend quite definitely. They get more hat for their money over there.